Bonjour, bienvenue dans Quelle semaine en direct du droit. Du droit. Alors aujourd'hui, nous allons aborder trois thèmes. D'abord, le Beauvau de la sécurité, qui est plutôt le Beauvau de l'insécurité. Ensuite, les incroyables déclarations faites par notre pénitent permanent de président au Rwanda. Et puis, la vision générale de la politique vaccinale de l'Union européenne. Alors Gilbert, avant de vous soumettre à la question, je me permets de rappeler à ceux qui nous regardent que vous pouvez nous suivre sur Telegram. Vous nous suivrez également sur le site internet gilbertcollard.fr et bien sûr vous abonner à notre newsletter Parlez Franc, toujours sur le site internet. Voilà qui est dit. Allez, on y va, Florence. Alors, le Beauvau de la sécurité, justement. Le bourreau le Beauvau de la sécurité. Le bourreau. C'est moi qui articule mal, peut-être. Ça arrive. C'est ce que vous prétendez. Ou alors je deviens sourd, c'est possible aussi. Bon, donc, il s'est tenu jeudi. Et notamment, il y a eu une table ronde consacrée aux relations entre la police et la justice. Alors, vous, qu'en avez-vous retenu ? Alors, d'abord, il faut quand même remonter, si je puis dire, à l'origine du malaise policier. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui en France, les policiers, les gendarmes, les représentants de l'ordre se sentent maltraités, mal jugés, un peu abandonnés? Il faut quand même regarder du côté de l'Union européenne, parce que le vent vient souvent, le mauvais vent parfois, vient souvent de là-bas. La police est l'éternel bouc émissaire en Europe, hein. Il suffit du reste de se reporter au rapport d'Amnesty International qui construit, et ça a été repris par l'Union européenne, l'idée de racisme institutionnel qui va devenir en France le fameux racisme systémique que les islamo-gauchistes vont utiliser, que de nombreux membres de la France insoumise vont développer, que des médias vont répéter, que des rappeurs vont rapper. Enfin bon, voilà, bon, le racisme systémique. Alors la police, elle est accusée aujourd'hui de tous les maux. Elle est le bouc émissaire de la violence, le bouc émissaire du racisme, le bouc émissaire de toutes les crises, alors qu'on a une police républicaine qui agit sous les ordres de son ministre et parfois même sous les ordres du préfet et parfois même sous les ordres du procureur et parfois même sous les ordres du juge d'instruction quand il y a des commissions rogatoires. Voilà, donc ce Beauvau de la sécurité m'a donné une impression vraiment d'inutilité. D'abord parce que, et ça vous a pas échappé, est-ce que vous avez vu quelque part, sous le tapis, un syndicat d'avocats ? Non. Bon, est-ce que vous avez vu sous le tapis un syndicat de magistrats ? Non plus. Bon, alors, pourquoi faire un Beauvau de l'insécurité pour mettre en scène finalement Dupont et Pondu, hein, le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur, qui donnent l'impression comme ça d'une espèce d'entente cordiale. Bon, sans qu'il y ait là un syndicat de magistrats, ou des syndicats de magistrats et des syndicats d'avocats. Enfin, quand même, la relation police-justice, elle passe aussi par les syndicats de justice. Ben non, voilà, on a eu affaire à un Beauvau sans les syndicats de magistrats et sans les syndicats d'avocats. Moi, je trouve ça tout à fait anormal. Mais vous avez vu ce qu'a dit d'ailleurs Dupond-Moretti sur les syndicats de... Ah oui, alors j'ai été... Alors vraiment, là, je suis étonné que personne n'ait réagi. Il a dit, écoutez bien, hein, je le cite pour ne pas déformer ses sacro-saints propos, la liberté syndicale n'est pas totale. Ah bon ? Elle est importante. Merci. Il faut prendre en compte les revendications. Merci, c'est gentil, ça mais pas au détriment de la République. Des choses qui ont été dites sont insupportables pour moi. La liberté syndicale, elle n'est pas totale. Elle est essentielle, elle est importante. Il faut prendre en compte les revendications qu'elle exprime, mais pas au détriment de la République. Attendez, mais à quel moment les syndicats de police ont-ils agi au détriment de la République ? Je suis vraiment étonné que personne ne lui ait dit, mais
à quel moment considérez-vous que la manifestation devant le Parlement constitue un acte fait au détriment de la République? Non, mais il y a que Mme Pulvar pour dire que la manifestation était à l'initiative de l'extrême droite alors qu'il y avait des gens de gauche et d'extrême gauche. Le leader des Verts était là, que les syndicats de police marchaient comme si on était dans les années 30 sur l'Assemblée nationale pour faire pression sur les députés. Une manifestation à l'appel de policiers en colère, soutenue par l'extrême droite, à laquelle participe un ministre de l'Intérieur qui marche sur l'Assemblée nationale pour faire pression sur les députés, sur la représentation nationale en train d'examiner un texte de loi concernant la justice. C'est une image qui, pour moi, était assez glaçante. Vous m'entendez, mais on a l'impression qu'il reprend dans son expression au détriment de la République tous les éléments constitutifs du délire verbal de Mme Pulvar. Bon, c'est quand même incroyable qu'un ministre de la Justice puisse se permettre de dire ça. Bon, cela étant, j'en reviens quand même aux mesures annoncées. Déjà, est-ce que vous êtes d'accord sur le principe de simplification? Ah oui, on a un code de procédure pénale qui est d'une complexité, du reste, quelque peu jouissive pour les pervers du droit, parce qu'on peut y trouver toutes sortes de motifs de nullité qui peuvent tout à fait nuire à la vérité, du reste. Bon, c'est devenu d'une complexité inouïe. Les policiers sont obligés de respecter un formalisme tatillon. Les actes peuvent être annulés, alors qu'il y a une réforme quand même qu'on devrait essayer de faire, c'est celle qui porte sur les nullités de procédure. Des actes peuvent être annulés parce que les formalités n'ont pas été respectées. Moi, quand j'étais député national, j'avais proposé qu'on ne retienne qu'une cause de nullité, c'était celle qui portait atteinte à la manifestation de la vérité. C'est-à-dire que lorsque le manquement au respect des règles de procédure avait une incidence directe ou indirecte sur la vérité, sur la recherche de la vérité. Alors là, pour le coup, qu'on annule l'acte, oui. On pourrait même annuler le juge et annuler le policier. Bon. Mais toutes ces nullités liées à des formalités, je trouve que c'est vraiment du scribouillage juridique aux conséquences dramatiques pour une procédure. Bon. Et puis, il faudrait aussi quand même que les policiers soient mis sur le même plan d'égalité institutionnelle que les juges. Bon, enfin, un concours de commissaire, ça vaut un concours de magistrats. Et qu'on dote enfin quand même les policiers d'un corps de greffiers de police. C'est insupportable de voir ces fonctionnaires de police, inspecteurs ou commissaires, souvent les inspecteurs, du reste taper d'un doigt ou de deux doigts, alors qu'ils n'ont pas été formés pour ça. Bon, qu'est-ce qu'on attend pour les doter d'un corps de greffiers de police, comme les juges ont un corps de greffiers à leur disposition? Bon, voilà des réformes qui seraient utiles. Et concernant le volet plutôt répressif, les mesures qui ont été évoquées vous semblent-elles aller dans le bon sens? Écoutez, bon, on fait de la com, quoi, franchement. Bon, s'il y avait des décisions utiles, ça me ferait peut-être pas plaisir, mais je le dirais par intelligence politique, parce que dire la vérité, c'est une preuve d'efficacité, je crois. Bon, mais je vais prendre une mesure. Bon, quand Dupond-Moretti fait son quart d'heure de musculation verbale en nous disant que les crimes contre les policiers seront punis d'une peine de 30 ans, mais ça existe. La mesure de sûreté peut être prononcée et la peine peut être de 30 ans. Bon, c'est l'article 221-3 du Code, il suffit de s'y reporter, il suffit de le lire, et c'est l'article 132-23. Donc bon, vraiment aucune mesure nouvelle, mais simplement des actes de communication. Alors c'est la fin des rappels à la loi. Bon, mais on met fin à quelque chose qui ne servait à rien, strictement à rien. Bon, l'amende forfaitaire de 135 € pour les guetteurs, non. Alors que jusqu'à présent, ils étaient punis des peines de la complicité. Bon, vraiment quel progrès dans la répression, et ainsi de suite. Bon, rien sur les peines planchées, sur les peines minimales. Bon, mais en réalité, moi, je vais vous dire le fond de ma pensée. Il y a dans le code pénal
largement de quoi réprimer. Il faut que le ministre, puisque là il peut, donne des instructions au parquet pour qu'ils montent au créneau, pour qu'ils essayent, quand les faits le méritent, d'arracher la peine. C'est eux qui requièrent au nom de la société. Mais faudrait-il encore qu'ils aient le sentiment d'incarner une société et non pas une espèce de magma sociétal délabré? Le problème, il est là. Donc finalement, du Beauvau, de la sécurité, vous retenez plutôt l'image du grand amour entre du Beauvau, du Dupont, du Moretti et du Darmanin. Voilà. Voilà, d'accord. Alors, autre sujet d'actualité, Macron était au Rwanda. Il a déclaré, je cite, « La France n'a pas été complice du génocide, mais il reconnaît les responsabilités de la France. » Alors, en me tenant avec humilité et respect à vos côtés ce jour, je viens reconnaître nos responsabilités. Alors, qu'en avez-vous pensé? Alors, bon, ce génocide est vraiment une tragédie dans l'histoire. Plus de 800 000 morts en 1994. C'est un sujet qui est déchirant, qui a provoqué la rupture des relations diplomatiques entre Paris et Kigali de 2006 et 2009. En 2010, Nicolas Sarkozy, qui était déjà un petit président pénitent, a reconnu les graves erreurs et une forme d'aveuglement, je le cite, des autorités françaises. Graves erreurs, forme d'aveuglement. En aucun cas l'armée française n'a été mise en cause. En aucun cas la complicité de l'armée n'a été retenue dans l'opération turquoise. Il faut le dire, le répéter, qu'on n'a pas le droit de toucher à l'honneur de notre armée. Elle est irréprochable. À l'époque, en 1994, date du massacre des Tutsis, le président de la République était François Mitterrand. Je crois qu'Hubert Védrine, sauf erreur de ma part, était au ministère des Affaires étrangères. François Mitterrand entretenait des relations avec les racistes au pouvoir. Bon, seulement, il ne faut pas le dire, parce que quand on est de gauche, on ne peut pas avoir de lien avec des racistes. C'est impossible. On est immunisé littérairement, juridiquement, politiquement. Bon. Et le président Macron, lui aussi, pénitent, se met dans les pas de Sarkozy pour aller demander l'absolution. Alors lui, il utilise des termes qui sont vraiment alambiqués, qui relèveraient du divan du psychanalyste pour qu'on puisse comprendre. Vous me direz, Lacan, quand il faisait un séminaire, il disait je comprendrai quand on aura fait les commentaires de mes propos. Bon, peut-être qu'il relève de cette école. Il a dit, notre président pénitent, que la France a fait trop longtemps prévaloir. Alors là, écoutez, c'est du compliqué de chez compliqué. A fait longtemps prévaloir le silence sur l'examen de la vérité. Ça veut strictement rien dire. Il aurait dit a fait prévaloir le silence sur l'expression de la vérité, mais l'examen de la vérité, si on avait fait un examen de la vérité, il n'y aurait pas de silence à avoir. Mais c'est quoi la vérité? Où est la vérité? Qu'est-ce que la vérité? On a eu des rapports qui ont été faits, qui ont été commandés, notamment aux États-Unis. Je ne me souviens plus du nom du... Le rapport Leclerc. Je ne crois pas que ce soit, non, Duclerc, un truc comme ça. Je n'ai pas le rapport sous les yeux, mais ce rapport conclut à l'absence de complicité des militaires français. Donc, mis à part l'Union européenne, qui, par le truchement de la Cour européenne des droits de l'homme, a condamné la France en 2004 pour la lenteur de sa justice, parce que c'est vrai qu'on a quand même des génocidaires qui sont encore sur le territoire, semble-t-il, et qu'on pourrait livrer et qu'on ne le fait pas. Ça, alors là, plutôt que du blabla, on ferait mieux de ce point de vue-là de passer à l'acte. Mais ce qui est certain, c'est que la France, si on lit le rapport dirigé par Vincent Duclerc, rapport qui a été remis, sauf erreur de ma part, en mars, la France n'a pas été complice des génocidaires, c'est-à-dire que l'armée n'est en aucun cas impliquée dans aucune forme de complicité. Donc si des excuses sont présentées, c'est les politiciens de l'époque
pour la gestion diplomatique, pour la gestion politique qui serait en cause, mais pas les militaires, que ce soit dit une fois pour toutes. Donc si M. Macron veut faire pénitence, je lui propose qu'il se punisse en se taisant pendant au moins 1 mois, et ça sera tout repos. Bon, autre question, passons à l'Europe. Le gouvernement en France a annoncé que tous les majeurs pouvaient désormais prendre rendez-vous pour se faire vacciner. Y voit-on plus clair dans la politique vaccinale, donc en lien avec l'Europe? Ah, moi, j'y vois absolument pas plus clair, je n'y comprends rien. Je n'y comprends rien. La manière dont l'Union européenne a conduit cette politique demeure pour moi un mystère. D'abord, pourquoi ne pas avoir privilégié la thérapeutique? C'est quand même absolument incroyable que l'Union européenne ait privilégié la vaccination avec derrière, malgré tout, le lobby gigantesque des laboratoires, avec la puissance de rentabilité, de bénéfices, d'encaissement que représente le commerce des vaccins. Pourquoi n'a-t-on pas privilégié la thérapeutique? Bon. Et ensuite, qu'est-ce que le vaccin Sputnik a fait à l'Union européenne? Tout de même, l'UNICEF a commandé 220 millions de doses de Sputnik 5. Pourquoi cette commande si le vaccin n'était pas efficace? Et puis, il y a le problème aussi de la commissaire européenne à la santé, Stella Kyriakídou. Je lis pour ne pas abîmer le nom, il ne faut jamais abîmer les noms, qui est chargée de l'achat des vaccins au nom de l'Union européenne. Elle est mêlée quand même à une histoire de crédit de plusieurs millions d'euros accordés dans des conditions opaques à son mari. Bon, il n'y a pas de jugement, c'est le rapport de la Cour des comptes chypriote qui nous le signale, mais tout cela quand même, même si les prêts ont été accordés avant la crise du Covid, ça n'explique pas l'omission dans la déclaration d'intérêt, omission dont la gravité est proportionnelle à l'importance des fonctions. Alors je dirais que toute cette politique de l'Union européenne sur les vaccins, elle aura un jour des conséquences. Et à mon avis, un jour viendra où le jour se fera. Et là, ça sera un jour particulièrement sombre, sans vouloir faire de l'oxymore. Voilà. On ne peut que critiquer la politique de vaccination de l'Union européenne et de lutte contre la pandémie. Au revoir Gilbert, et je reprécise à nos auditeurs qu'ils peuvent nous retrouver sur Telegram et également sur le site internet gilbertcollard.fr, où vous pouvez également vous abonner à notre newsletter Parlez franc. Merci, bonne semaine, à la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous envoyer des informations si vous en avez, n'hésitez pas à nous contacter, on est là pour vous et on sera très très heureux de pouvoir dialoguer avec vous. À la semaine prochaine et vive la liberté!